Et bonjour à tous, merci de nous écouter pour un nouvel enregistrement qui cette fois-ci est sorti bien plus vite que le dernier. Aujourd'hui, donc on est toujours à deux et on va vous parler de l'actualité très très récente qui concerne donc les élections européennes et les résultats qui sont tombés. Donc salut. Salut. Alors, je pense qu'on va poser un classique de la politique française aujourd'hui. Parce qu'on va parler de choses, on va faire des analyses que vous verrez nulle part ailleurs. Euh, non, je rigole, mais ta réaction à chaud, du coup, sur le résultat des élections? Bah, ma réaction à chaud, c'est ultra prévisible. C'est exactement les résultats qui avaient été avancés par les instituts de sondage. Pour des raisons qu'on peut évoquer tout de suite, hein. C'est que les instituts de sondage amènent des prophéties qui sont autoréalisatrices. Euh, donc on a l'avancée de Glucksmann qui est déjà prophétisée comme étant le retour du Parti socialiste par les médias parisiens. On sait tous pourquoi, parce que c'est leur école de pensée idéologique. On a un RN extrêmement haut, on s'y attendait parce que généralement les élections européennes leur réussissent et vu que le réel leur donne raison tous les jours, ils se retrouvent à plus de 30%. Et la majorité présidentielle je crois, 14, c'est ça, non? Qu'ils ont fait? Ouais, bah, ce qui a déclenché, du coup, une dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Ouais, Je pense que ce qui est une première dans la politique après des élections européennes, quoi. ouais. Ça, pour le coup, c'était pas prévisible. Je sais pas que moi, je l'ai entendu en direct, le discours de Macron, où il annonçait la dissolution. Je t'avoue que j'étais étonné. Et je sais pas toi. Bah après, étonnamment, Bardella a fait sa campagne en disant oui, mais si vous m'élisez et que, enfin, si vous élisez ma liste et qu'il y a un gros score, Macron sera obligé de dissoudre l'Assemblée. Et j'en avais entendu parler, même avant, il en parlait pas mal dans ses débats, dans ses prises de parole. Et étonnamment, ça s'est passé, ce qui est très bizarre parce qu'il y avait rien qui forçait Macron à le faire, quoi. Mm. Et ce qui est, bah ouais, mais tu sais, le truc de si la majorité présidentielle essuie un revers, le président devra démissionner, etc. C'est un peu une redite. Genre toutes les élections, que ce soit municipales, régionales, quoi que ce soit, c'est un truc qu'ils annoncent pour essayer de déstabiliser la majorité. Donc, et là, pour le coup, le mec l'a fait, quoi. Le mec a dissous l'Assemblée. Après, il y a déjà tout le monde un peu, je sais pas si tu as vu sur X, qui est parti chacun de sa théorie pour savoir quel est son plan derrière ça. Il y en a qui avancent Ouais. que soit ça serait pour protéger sa personne, c'est-à-dire c'est un choix égoïste de Macron, parce que l'histoire a montré que un président sous cohabitation a sa vague de popularité, oui, a une vague de popularité, que ce soit Mitterrand ou Chirac. Ça serait un petit peu pour sauver son honneur présidentiel. Il y en a qui avancent que ça serait pour laisser le Rassemblement national gagner, avoir le pouvoir pour un temps et montrer aux gens qu'ils sont aussi incompétents que les autres et pouvoir éventuellement avoir un héritage politique centriste derrière aux prochaines élections. Et puis il y a la dernière théorie qui dirait que c'est pour en gros éliminer la France insoumise, la faire sortir du jeu. Pour moi, c'est la moins probable parce qu'en soi, la France insoumise est une force très très secondaire encore. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Bah, moi, j'aurais plutôt la deuxième analyse que tu as faite, c'est-à-dire que peut-être que Macron se dit, bon, bah, vu comment c'est parti aux prochaines élections présidentielles, son camp aura très peu de chances de gagner par rapport au RN. Donc, tant qu'à faire, autant gâcher, entre guillemets, la moitié d'un quinquennat pour faire en sorte que le RN se ridiculise et montre leur incompétence à tout le monde. Et ça devrait les décrédibiliser suffisamment pour empêcher le fait qu'il soit élu aux prochaines élections présidentielles, même si dans tous les cas, c'est pas vraiment le problème de Macron, étant donné qu'il peut pas se représenter, mais il prépare son héritage derrière, je pense. Après, bon, c'est qu'une théorie. C'est un pari risqué parce que il va, à mon avis, bah, il aura l'opportunité de mettre beaucoup de ses échecs sur le dos de l'hypothétique Premier ministre Rassemblement National. Mais son plan me paraît risqué parce que je pense que la politique en ce moment en France a jamais été aussi imprévisible. Et je crois beaucoup en la capacité des Français à faire barrage systématiquement. Et je serais pas étonné qu'il y ait un parti qui se présente comme
je sais pas, le parti viable, et qui au final rafle beaucoup de voix. Et à mon avis, ça va encore plus redistribuer les cartes que maintenant. Mais peut-être que mon analyse est fausse et que le RN, on verra bien dans un mois, hein, vu que c'est bientôt. Euh, Peut-être que le RN aura effectivement son gouvernement, mais pour moi, il y a de fortes chances que ça répartisse les cartes encore plus entre le centre et la gauche. Hmm. Bah, franchement, c'est très incertain parce que quel parti peut se présenter comme étant une option viable? Déjà, la NUPES, je dis NUPES, mais en soi, on ne sait pas s'ils arriveront à se rallier. Je crois qu'ils ont 24 heures, 3 jours, parce que ça va très vite. C'est déjà à la fin du mois qu'il va falloir voter. Donc, un rassemblement autour de quel programme, quel groupe ministériel, etc. à la fin. Quelle composition, enfin, c'est tellement de questions à se poser en moins d'une semaine. Et en plus de ça, l'épisode dernier sur les européennes a pas mal divisé la gauche. Le groupe centriste, bah, en fait, il reste plus personne dans la Macronie. C'est-à-dire que soit les gens ont déjà fait preuve de leur incompétence et ils ont été dégagés, soit c'était des gens compétents et ils en ont marre d'être dans une barque qui tient pas et c'est des gens qui sont retournés dans le privé. Donc la Macronie a déjà Ouais. épuisé toutes ces cartes et il reste le RN. Et le RN, c'est toujours l'épreuve du scrutin à deux tours, quoi. C'est-à-dire que est-ce que ça sera la dernière digue qui vont enfin arriver à passer? Et s'ils la passent, je suis désolé, mais j'ai trop hâte de voir le gouvernement de Tokar là, qui Ah va en ouais, ce serait sortir. incroyable. Parce que, attends, Avec Jordan 92 Vanoscope qui va nous expliquer pourquoi Call of MW3 est broken. non mais attends, Bardella, on est d'accord, Bardella a moins d'expérience de la vie que nous. Enfin, moi j'estime avoir très peu d'expérience de la vie, mais j'ai fait des études dans un domaine qui m'intéresse, j'ai travaillé, etc. J'ai voyagé un peu. Enfin, ce mec-là a pas fait grand-chose à part être un bébé RN qui évolue entre les différents lieux de pouvoir sans vraiment participer, sans vraiment amener d'idées, etc. Il n'a pas d'école de pensée d'idées. Enfin, tu t'imagines, toi, par exemple, être Premier ministre d'un gouvernement demain? Enfin, l'idée est Ouais, ça effrayante. me ferait très peur, sachant que, alors c'est ce qui lui a été reproché, je sais pas si c'est vraiment correct de le faire, mais ça lui a été reproché de pas avoir fait d'études politiques. Je sais pas, j'aime pas forcément cette critique parce que du coup ça voudrait dire que seuls certains individus qui ont fait certaines écoles soient viables, mais d'une certaine façon, oui, parce que enfin, j'ai, c'est quand même quelqu'un qui a rejoint le RN quand il avait 16 ans. Là il en a 28 je crois, un truc comme ça, et je pense qu'il a pas du tout assez d'expérience politique. Et s'il devait y avoir premier ministre RN, j'aimerais que ce ne soit pas lui. Mais en fait, déjà moi, en fait, ma critique du RN, c'est la même que pour Bardella, c'est que j'ai ma plus grosse peur, c'est que ce soit des incompétents. C'est-à-dire que je pense que c'est un parti qui se complaît beaucoup dans l'opposition, où c'est une position confortable de critiquer, comme on le fait dans ce podcast, de Exactement. critiquer. C'est beaucoup plus dur de tenir la barque et de tenir un pays comme la France. Donc j'ai très peur qu'effectivement ils passent pas. C'est-à-dire qu'ils seront élus un jour ou l'autre. De toute façon, ils auront un président un jour ou l'autre. Vu comment c'est parti, à chaque élection, ils font des scores de plus en plus élevés, etc. Comme tu l'as dit, le réel leur donne raison tous les jours. Avant peut-être dans moins de 10 ou 15 ans, ils auront forcément un président, à mon avis. Et j'ai très peur pour eux parce que, à mon avis, ça va être compliqué de convertir toute la force politique qu'ils ont en des mesures concrètes et arriver à tenir le pays. Enfin, on le voit avec Giorgia Meloni en Italie, Ouais, parce que qui est un peu l'équivalent du RN en Italie, qui au final applique une politique à la Macron et a pas révolutionné le monde du tout. ouais, c'est ça, parce que c'est des gens qui, même si on part du principe qu'en fait, c'est pas des tocards, ok, on peut partir sur cette théorie. Personnellement, pour avoir lu leur CV, j'ai des doutes, mais on peut partir du principe que c'est pas des tocards. Ils vont devoir affronter des contre-pouvoirs bah, déjà médiatiques. Ça, c'est ce qu'ils subissent déjà, mais ils sont dans l'opposition, donc ça les dérange pas. Mais quand ils vont se heurter à la puissance médiatique parisienne, bourgeoise, etc., ça va taper, quoi. Ensuite, il va y avoir les contre-pouvoirs institutionnels. Donc déjà la Chambre du Sénat qui ne va pas évoluer, la Cour constitutionnelle, etc.
Donc faire passer des lois, même s'ils ont une majorité relative ou absolue, ça va pas être simple, surtout qu'ils vont avoir aussi une hostilité dans la rue sûrement, parce qu'ils sont encore considérés comme étant fascistes par une vaste partie de la gauche française. Et ensuite, ils vont avoir, et c'est ce qui a fait le plus mal, je pense, à Giorgia Meloni, c'est les contre-pouvoirs économiques, où tu as beaucoup d'industries en Italie, ou de capitaines d'industrie qui ont fait comprendre via un bras de fer à Giorgia Meloni qu'ils avaient besoin d'une main-d'œuvre pas chère, qu'ils avaient besoin de l'immigration, et que le risque qu'elle encourait si elle mettait en œuvre son plan de rigueur sur la politique migratoire, c'est de se retrouver avec une vague de désindustrialisation, d'appauvrissement du pays, quoi. Donc, le bras de fer a marché puisque, comme tu as dit, elle applique elle applique le pouvoir de manière complètement centriste, chiante, exactement comme on l'a vu avec les pouvoirs précédents. Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'issue positive pour le pays, quel que soit le camp politique qui l'emporte. Ouais, bah, avoir notre premier podcast qui tente d'expliquer pourquoi le pays a plus d'un problème à résoudre, mais en gros, c'est vrai qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une solution miracle qui s'appelle le RN qui arrive et qui règle tous les problèmes du pays. Et je pense que le plus triste dans tout ça, c'est que toutes les personnes qui votent pour eux et qui voient en eux en fait un dernier espoir perdent tout espoir à jamais quand ils verront leur incapacité à gérer le pays. Malheureusement, un pays qui est beaucoup trop fracturé. Et Mais quelque chose que je voulais dire, qui a un... ah, Ouais, vas-y, pardon. justement, moi je me demandais, parce que honnêtement, on tape souvent, on se fout de la gueule des gauchistes, etc., qui ont tu sais, un peu le mode de vie parisien, qui sont du coup à chaque fois étonnés du résultat des élections parce qu'ils vivent en vase clos. Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est enfin, comment on peut avoir une espérance réelle envers le Rassemblement national, quoi. Je sais pas. Faut regarder. Non, mais en fait, le truc, c'est que en fait, on tend tous à simplifier le monde et notre compréhension du monde. C'est beaucoup plus simple de vivre dans un monde simple où tu te dis que la politique est binaire, t'as le bon candidat et le mauvais candidat et que ton candidat va forcément résoudre les problèmes. Donc, je pense que les gens tentent de s'auto-convaincre. Ils sont au stade où comment dire? En fait, on n'est plus dans un monde qui réfléchit par la raison, mais on est dans un monde de simplification. Je recommande le documentaire Hyper Normalisation d'Adam Curtis sur ça, parce que c'est un peu le propos du documentaire, c'est de montrer en quoi, en fait, on s'est créé un monde imaginaire dans lequel les problèmes sont beaucoup plus simples qu'ils ne le sont réellement. Euh, bref, l'idée c'est ça, c'est que n'importe qui écoute Bardella ou qui voit des faits factuels du style des faits factuels, pardon, qui voit des faits du style son absence quasiment systématique au Parlement européen, personne devrait vouloir voter pour ce gars, enfin pour les listes de ce gars, mais le fait est que 30% des votants le font. Ben, ça, c'est un sujet Ce qui est intéressant bon parce aussi de que... rappeler. Vas-y, va au bout, désolé. Non, j'allais rappeler qu'il y a aussi l'abstention dont on ne parle pas, mais il y avait quand même 50% d'abstention, encore une fois. Hmm. Bah, ça, tu vois, l'abstention, j'ai l'impression que c'est un peu l'argument barque de sauvetage des losers. Parce que, bon, honnêtement, moi, j'appartiens à un camp politique, à une école de pensée de gauche. Et souvent, c'est l'argument qui est sorti par cette école de pensée qui dit oui, mais l'abstention, oui, mais l'abstention. Sauf qu'en fait, l'abstention, déjà, si les abstentionnistes votent pas, c'est que déjà, ils appartiennent pas réellement à une école de pensée ancrée. C'est pas des marxistes, des gens qui ont lu, qui ont lu les classiques de gauche, etc., qui vont s'abstenir. C'est des gens qui, en fait, parmi toute l'offre politique, trouvent qu'il n'y a personne d'honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose pour le pays, et c'est des gens qui ont décidé de sortir du jeu. Je parle des gens qui sont en abstention, même sur les présidentielles, ce genre de choses. Les européennes, c'est habituel qu'il y ait plus d'abstention que pour les autres élections. Donc je pense qu'il faut arrêter de croire que un parti va Que, être en fait, sauvé, qu'à un les moment... abstentionnistes allaient voter pour toi. Ouais, c'est ça, qu'il va y avoir une scène un peu genre de film où tous les abstentionnistes vont sortir d'un coup en mode ok, c'est notre moment, c'est maintenant qu'on va bouleverser. Non, il n'y aura jamais ça.
Et puis, enfin voilà, pour l'instant, il n'y a pas de personnage politique susceptible d'alpaguer un peu ces abstentionnistes. Mais sinon, par rapport aux absences de Bardella, moi je comprends pour le coup pourquoi c'est pas un argument qui a freiné les gens, tu vois. Parce que c'est des gens qui sont eurosceptiques, donc c'est pas en leur disant que le gars s'en bat les couilles de l'Europe que tu vas convaincre des gens qui s'en battent les couilles de l'Europe que c'est mal de voter pour lui. Donc, Et, et c'est ça pour moi le truc le plus important à soulever, c'est que ces élections, pour moi, elles avaient rien du tout d'européennes. C'était des élections où quasiment tous les candidats, selon moi, ont fait campagne sur ce qu'ils allaient faire pour le pays, pas pour l'Europe. ou S'il y pour le avait quand Qatar. même quelques candidats qui essaient de... Ouais, voilà, il y a des candidats qui essaient de replacer l'Europe au centre des débats, mais globalement, pour moi, c'était comme des élections législatives de mi-mandat, quoi. C'est comme si en fait, au milieu du quinquennat, bah, c'est exactement ça en fait. C'est comme si au milieu du quinquennat, on disait bon allez, on fait un petit tour d'opinion, voir un peu ce que les Français pensent de la politique qu'il y aurait appliquée dans le pays. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait alors que c'est des élections européennes. Et pour moi, un des trucs que tu regardes quand tu votes pour des élections européennes, c'est qu'est-ce que les gars ont fait en Europe. Mais apparemment, c'était pas trop le sujet. Le sujet, c'était plus de refaire des législatives en fait. C'est pour ça, comme on l'a dit au début, quand il va avoir ce nouveau, bah, ces vraies législatives pour le coup en fin de mois, il y a des chances que les RN quand même soient majoritaires, étant donné qu'ils sont, en fait, ils sont actuellement majoritaires dans l'opinion publique, quoi. C'est un peu cette idée, par exemple, qu'on a d'avoir les législatives après les présidentielles pour être sûr que le gouvernement soit du même camp que le président. Parce qu'on sait que après les présidentielles, bah, c'est là où un camp politique est à son maximum de popularité. Et bah là, c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'après les élections européennes, ces législatives risquent de reproduire plus ou moins les mêmes résultats. Euh, mais pour moi, le gros problème, c'est que c'était pas vraiment des élections européennes, c'était même les élections européennes, les moins européennes qui existaient, quoi. Et je sais pas, ceci dit, c'est assez amusant de voir que l'extrême droite a fait une percée dans plein de pays d'Europe. Je me dis qu'au final, c'est peut-être pas forcément la fin de l'Union européenne, c'est peut-être une transformation de l'Union européenne qui sera moins fédérale et plus, on va dire, juste une union de libre-échange, etc. Mais, et encore, enfin, le RN veut quand même remettre en question beaucoup de choses sur le libre-échange économique et sur la circulation des individus dans l'espace Schengen. Donc, euh, c'est très intéressant, je pense. Ouais, mais en soi, quand tu regardes la répartition des députés européens, c'est une reproduction assez proche de celle qui préexistait. Donc, j'avais vu des gens qui faisaient une analyse qui disaient qu'en fait, la réelle gagnante de ces élections, c'est Ursula von der Leyen, qui a son camp politique qui l'emporte au niveau européen. Donc en fait, je pense que l'Europe s'est repartie pour un tour exactement de la manière dont ça fonctionne actuellement, c'est-à-dire une Europe bah, très libre-échange, pas sociale, plutôt prompte à accueillir l'immigration. Donc ça va pas changer. Et je pense que c'est une bonne chose pour les camps de droite, parce que ça veut dire qu'ils pourront toujours critiquer ça sans avoir directement les manettes en main. Tout dépendra pour la France, en tout cas, on verra ce qui se passe dans 3-4 semaines, là, je sais plus exactement quand c'est. Mais je sais De pas s'il va y avoir tant de toute changements que façon, ça. l'Europe, c'est un peu... Ouais, bah en fait, le truc, c'est que faut pas oublier qu'on n'est pas seul dans l'Europe. Là, on s'est concentré sur les résultats de la France en Europe. Mais en fait, quand tu regardes effectivement la répartition des eurodéputés, c'est quasiment identique à avant. Donc, rien de très surprenant. Beaucoup de centres libéral à la Macron, en fait. Hmm. Euh, Même si son parti, enfin, si du coup le parti de Macron était plutôt minoritaire dans ces élections européennes, mais bon, on va dire qu'en fait, il y a enfin, il y a plus de choix, euh, il y a plus de groupes dans l'Union européenne. Euh, mais pour moi, ce qui est assez marrant, c'est que l'Union européenne, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu un bouc émissaire. C'est-à-dire que quand des politiques, un gouvernement n'a pas la capacité de faire quelque chose, il va accuser l'Union européenne. En fait, c'est-à-dire que l'Union européenne est un peu accusée de tout et de rien. Il y a des choses qu'on peut vraiment imputer à l'Union européenne, genre le marché de l'énergie qui est vraiment une catastrophe et qui n'a aucune raison d'être. Euh, et puis, il y a des trucs qui sont du ressort des États. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que je parle souvent avec des amis de l'Union européenne, d'autres pays, avec qui je discute du fait, par exemple, que
il y a de plus en plus de Français sceptiques à l'Union européenne parce qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que l'Europe a fait pour nous au final? Parce que récemment, je suis allé en Roumanie, par exemple, j'ai fait un road trip en Roumanie, bah, j'ai pu voir que sur toutes les routes, c'est bon, en fait, la Roumanie est plus un pays pauvre, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu du développement à tous les endroits de la Roumanie, toutes les routes sont neuves, enfin voilà, enfin quasiment toutes, voilà, les maisons sont neuves, etc. Et à chaque parcelle de route financée par l'Union européenne, c'est écrit ce projet a été financé à hauteur de temps par l'Union européenne. Bon, bah, dans des pays comme ça, tu peux voir l'intérêt de l'Union européenne. Dans des pays comme la France, c'est vrai que les Français ont du mal à retrouver qu'est-ce qu'ils ont gagné parce qu'au final, le passage du franc à l'euro, ça a été un énorme appauvrissement pour eux. Euh, Maintenant, ils ont beaucoup de problématiques. En fait, c'était un pays qui avait beaucoup moins besoin de l'Union européenne que d'autres pays. Après, à voir si la France aurait pu subsister sur le long terme sans l'Union européenne, si tous les pays en faisaient partie, par exemple, est-ce que la France aurait pu faire comme la Suisse? J'en suis pas sûr, parce que c'est pas un pays de taille comparable, donc c'est difficile de comparer ça. Mais euh, une chose aussi, c'est que l'Union européenne, on a tendance à oublier son plus grand bénéfice. La raison principale, c'est que ça empêche les guerres. En fait, l'Union européenne, c'est un peu la solution qu'on a trouvée à une infinité des millénaires de guerres en Europe. C'est de lier les États économiquement pour faire en sorte qu'ils ne se fassent pas la guerre parce qu'ils deviennent des partenaires face au monde. C'est très bateau, mais ça marche. Et Bah, est-ce que c'est si parce on commence à que... voir de plus en plus de pays sortir de l'Union européenne et... Enfin, je sais pas vraiment si l'Union européenne Vas-y. a... honnêtement, je pense que c'est c'est la modernité, la pacification, l'éducation qui a empêché les guerres en Union européenne, plus que le fait qu'on ait des échanges commerciaux intra-européens, plus le fait que certains pays soient dotés de l'arme nucléaire. Donc moi j'ai du mal à croire au fait que l'Union européenne ait réellement été l'élément de pacification ultime. Surtout que tu vois, cette théorie, elle avait amené une école de pensée qui voulait faire exactement la même chose avec la Russie. Donc les gens étaient très consignants avec la Russie. On a essayé euh, d'augmenter nos échanges commerciaux avec eux pour créer une relation d'interdépendance qui nous amènerait la paix. On voit que par exemple ça ne marche pas. Parce que quand un intérêt d'un pays est important à un niveau très élevé, les accords commerciaux sont mis de côté, quoi. À part s'ils sont à part si les Ouais, mais je accords pense que dans le cas de d'échange la sont Russie, vitaux. après, je pense que la Russie, c'est un pays qui est grand, qui est riche en termes de ressources naturelles et qui a une grande population et qui a aussi la possibilité de faire des échanges avec d'autres partenaires. Donc, forcément, ils vont pas forcément avoir autant besoin de nous que ça. Je sais pas, c'est Ah, je t'entends mal. une des choses. Après, est-ce qu'on peut, comme tu l'as dit, imputer ça à l'Union européenne ou plus? Ouais, je disais, c'est peut-être quelque chose qu'on peut imputer à l'Union européenne ou peut-être pas, le fait qu'il n'y ait pas de guerre. Bah, de toute façon, c'est parti d'une entente euh, commerciale entre principalement des pays d'Europe de l'Ouest. Je crois qu'il y avait les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Luxembourg, etc., les pays fondateurs de l'Union européenne. Et au final, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de place dans la politique. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de partis eurosceptiques euh, qui rejettent la faute de beaucoup de choses sur l'Union européenne. Euh, Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur l'Union européenne de plus, mais pour moi, voilà, ce qu'il fallait retenir, c'est que c'était des élections européennes, très peu européennes finalement. Et Mhm. là, dans les résultats, j'ai l'impression que la réception des résultats, elle ne se fait pas en considération des autres pays de l'Europe, tu vois. Mhm. Bah, c'est vrai que il y aurait eu un scénario dans lequel c'eût été des vraies élections européennes avec une discussion autour de la PAC, puisqu'il y avait des agriculteurs qui manifestaient quelques mois avant les élections européennes, et la PAC est un sujet européen. Il y aurait pu y avoir des discussions sur le marché de l'énergie, il y aurait pu y avoir des discussions sur sur notre politique diplomatique vis-à-vis de l'Ukraine, de son intronisation au sein de l'Union européenne, etc. Des accords de libre-échange avec les autres continents, etc. Bah, pas du tout, mais c'est parce qu'en fait, je pense que les gens se désintéressent complètement de l'Union européenne. C'est juste devenu
une sorte de gros truc sur lequel on rejette toutes nos frustrations. Mais non, je pense que, que la politique nationale prendra toujours le dessus sur les considérations supranationales et qu'on en parlera juste pour critiquer l'Union européenne à chaque fois. Ouais, bah, ce que je voulais dire, c'est que pour expliquer du coup cette grosse percée du RN, pour moi, il y a trois choses qui peuvent l'expliquer. Un, les Français votent pour une belle gueule et pour Et, quelqu'un de souriant et qui a l'air sympa plus que pour des idées, et ça, rien de nouveau parce mhm. qu'il y a eu Macron. Deuxièmement, les Français ont tellement marre des problèmes relatifs à la sécurité et à l'immigration et qui ne retrouvent pas de partis à gauche ou au centre qui défendent ces idées-là, donc ils ont tendance à se tourner vers des partis comme Reconquête ou le Rassemblement national qui font toute leur campagne dessus, limite. Et troisièmement, il y a des Français qui ont l'impression d'avoir en fait des problèmes relatifs à l'immigration et à la sécurité, mais qui en ont pas vraiment tant que ça, mais qui se sont fait cette opinion à force de d'avoir en fait ces sujets qui reviennent toujours sur la table dans les médias comme CNews quasiment tous les soirs. Une soirée sur CNews qui parle pas d'immigration, voilà, c'est pas une soirée sur CNews. Donc voilà, et aussi des politiques qui du coup par peut-être démagogie, en parlent systématiquement, et en sachant que c'est un sujet simple qui va leur attirer des électeurs. Euh, donc pour moi, voilà, peut-être que l'immigration et la sécurité sont pas des si grands problèmes en France, et qu'en fait c'est surtout ce qu'on met dans la tête des gens, ou peut-être que ce sont des vrais problèmes. Et à mon avis, c'est un mélange des deux. Et à mon avis, c'est un problème plus dans les villes et du coup forcément moins un problème dans les campagnes qui sont plus préservées de l'immigration. Pourtant, les campagnes votent, comme on l'a vu RN, enfin comme toute la France, quoi. C'est-à-dire que quasiment tous les départements de France, sauf Paris, Hmm. quel que soit l'âge, parce que dans toutes les tranches d'âge, le vote RN est majoritaire. Il faut quand même qu'on assume un truc là, parce que en fait, pour moi ce que je trouve vraiment hypocrite depuis toujours, c'est le traitement et la diabolisation du RN systématique. C'est bon là, le RN, enfin, il y a beaucoup de partis de gauche, du centre qui disent qu'il faut pas normaliser le RN, qui n'est pas dans l'arc républicain, etc. C'est bon. Là, on est à 40% d'extrême droite chez les votants. En fait, que vous le vouliez ou non, là, on est à une norme. Il faut le normaliser au bout d'un moment parce que c'est quasiment une personne qui vote sur deux. Donc là, Hmm. c'est trop tard. Là, on peut pas dire qu'il faut jamais normaliser ces idées. Là, elles sont majoritaires. Donc là, en fait, justement, c'est pour moi une des problématiques aussi qu'a la gauche aujourd'hui, c'est de pas vouloir débattre euh, avec l'extrême droite ou de pas vouloir débattre avec l'extrême droite sur les thèmes de l'extrême droite. Et pour moi, ce qui est très dommageable pour la gauche, parce que justement, c'est exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est qu'en fait, là, les gens, quelle que soit leur classe sociale et quel que soit leur âge, ressentent que, en fait, seul le Rassemblement national défend certaines idées et que la gauche ne le fera jamais. Et c'est à cause de ça que la gauche est en perte de vitesse. Et du moment que les dirigeants des partis de gauche refuseront de voir la réalité en face et de traiter ces sujets-là et d'en parler et de normaliser leur relation avec le Rassemblement national, ils auront aucune chance. Et on va devoir rentrer dans un cycle sans fin de vote à deux tours où le RN sera toujours aux portes du pouvoir et en fait peut-être pas parce que peut-être qu'il y aura une alliance de tout le monde contre jusqu'au jour où il passe. Bah, totalement d'accord. Déjà, moi, quand j'entends le mot république, républicain ou tout autre mot de la même famille, j'arrête d'écouter parce que je sais que ça va être de la langue de bois débile. Euh, je veux bien faire une petite parenthèse sur la gauche, vu que tu l'as amorcé, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Premièrement, ouais, faut arrêter tout ce qui est diabolisation, tout ce qui est fascisme. Là, on a vu, Paris n'apprendra jamais de ses erreurs, malheureusement, parce que il suffit de regarder la carte. Toute la France est RN à peu près, sauf Paris et autres très grandes villes. Et le problème, c'est que les leaders politiques de mouvements qui pourraient contrer le Rassemblement national sont issus des grandes écoles parisiennes. Donc on voit déjà tous les lycéens aux cheveux bleus commencer à sortir
pour faire le De holà au Louis le Grand. fascisme. C'est aberrant parce que malheureusement, c'est des gens qui vont diriger les mouvements contre le Rassemblement national et qui ont toujours un logiciel qui date des années 70-80 et qui nous a mené en fait à la situation où on en est. Donc, premier élément pour la gauche, arrêter la diabolisation du Rassemblement national, parce que ça revient à diaboliser une personne sur deux, enfin au moins un électeur sur deux, on va dire. Enfin voilà, les ficelles sont trop grosses maintenant. Quand c'était une personne sur 10, tu sais, les gens n'avaient pas de gens du RN autour d'eux, donc ils voulaient bien croire que c'était des méchants monstres parce que c'était l'inconnu, on ne savait pas. Mais maintenant, c'est un électeur sur deux, donc quand tu vois ton frère, quand tu vois ta tante voter RN, tu dis bah non, Ouais. en fait, c'est pas des fascistes, c'est juste que mon frère il s'est fait agresser en sortant de boîte, donc du coup maintenant, bah ouais, c'est un sujet touchy, la sécurité pour lui. Ma tante, elle n'arrive pas à finir ses fins de mois et Bardella, bah lui, il parle de quoi? Bah il parle d'elle en fait. CF, l'épisode avec la petite vieille des Restos du Cœur, là, qui s'était fait virer des Restos du Cœur parce qu'elle avait avoué à la télé qu'elle voté Rassemblement National. Je sais pas si tu avais suivi ce truc. Et en plus, c'était sorti pas Non, longtemps avant bah. les élections, donc ils avaient fait le tour des médias. Donc déjà, faut arrêter la diabolisation. Ensuite, faut arrêter la bataille interne. Les mecs font comme si ils étaient majoritaires en fait. Les mecs font comme s'ils étaient plus de 10. Genre, Bande de bâtards, on est que deux. exactement. On est deux, les mecs font pas liste commune. Enfin voilà. Et en plus, ils ont essayé de faire genre que c'était de la stratégie. Les mecs se prennent pour Machiavel parce que tu sais, quand tu fais minimum 5% des voix, tu as un nombre de députés qui t'est attitré. Je crois que c'est 5 ou 6 en fonction de la répartition totale. Avant, c'était 6 parce qu'il y avait encore le Royaume-Uni à l'intérieur. Maintenant, je crois que c'est 5, enfin, je sais plus exactement, mais ils se sont dit, au lieu d'avoir une grosse liste, on va faire plusieurs petites listes, comme ça on aura plusieurs fois le minimum, et en fait, au final, il y aura plus d'eurodéputés de gauche, etc. Mais arrêtez, arrêtez, c'est débile, tout le monde s'en fout. À la fin, ce qui en ressort, c'est que les médias, ils voient une liste EELV à 5 et quelques qui fait autant que Reconquête, hein, alors que normalement, EELV, c'est leur élection phare, voilà. Il voit Glucksmann à 14. Donc là, par contre, ça c'est marrant, tu as tous les journalistes qui sont en train de se masturber devant les 14% de Glucksmann, c'est leur nouveau Messi. Le mec J1, hein, première soirée dans les médias, on lui parle d'union, il se prend pour le Kaiser. Le mec, pour lui, c'est un régnant, c'est bon, il a gagné. Donc il met déjà de côté l'idée d'une union. Et ensuite, bah, tu vas avoir les gens de la LFI qui vont déjà commencer à se la jouer plus pure que les autres et à dézinguer les gens qui ne sont pas des vrais gens de gauche pour eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus le luxe de mettre des gens de côté en disant qu'ils ne sont pas réellement de gauche ou je sais pas quoi. Donc déjà, ça va falloir arrêter. Et dernier point, et après je te laisse reprendre, c'est qu'il faut arrêter d'être des schlags. Je suis désolé. Déjà, il faut prendre les sujets qu'on a beaucoup trop évités depuis trop longtemps, les sujets de sécurité notamment. Et deux, quand tu parles d'économie, tu peux pas venir avec une chemise tachée et un pantalon de clown. C'est pas possible. Même, et malheureusement, je pense que sur les sujets économiques, les interlocuteurs de gauche sont plus intelligents et plus sourcés que ce que peuvent dire que ne le sont les gens du RN. Parce que t'as des vrais C'est très économistes qui prennent probable. la parole, etc. Donc soit t'es pas de leur école de pensée et t'es pas d'accord, soit t'es de leur école de pensée et tu trouves plutôt judicieux ce qu'ils disent parce que bah, c'est de la recherche, c'est des études, etc. Mais le problème, c'est que quand ils apparaissent sur des plateaux, bah, ils passent pour des clowns. Je suis désolé, mais comme tu l'as dit, avoir une belle gueule, c'est important. Venir en costume, c'est important. Donc tu peux pas te permettre de venir comme si tu allais à un spectacle de foot, en fait. C'est juste pas possible. Et oui, et dernier, les électeurs, faut qu'ils arrêtent aussi de choisir des choix de vie catastrophiques parce que quand tu regardes les gens qui prennent la parole et qui sont de gauche dans les médias, tu sais, au pif, là, quand ils prennent des électeurs de meeting, c'est des gens, t'as pas envie de leur ressembler en fait. T'as pas envie de te dire, ok, je vais mettre le même nom dans l'urne que cette personne-là, t'as juste envie de t'éloigner de ça en fait. Voilà. C'est des gens qui ont un IMC systématiquement dans les extrêmes, euh, Putain. euh, En fait, qui ont une division. ils choisissent tu sais, la personnalisation de perso, là, comme dans les RPG, ils prennent une barre aléatoire. Donc, c'est soit la barre de poids, comme tu dis, ils la mettent à fond, soit c'est la couleur des cheveux, ils choisissent un code EXA RVB complètement aléatoire, ça donne du rose, et t'as juste pas envie de ressembler à ça, quoi. C'est ça. Mais c'est un peu dramatique parce que
En fait, ces gens-là se croient encore majoritaires. Là, on a pu voir des gens scander à Paris la jeunesse emmerde le Front National. Non, non, la jeunesse n'emmerde pas le Front National. La jeunesse est le Front National. Enfin, le Exactement. Rassemblement National. Mais ils utilisent le slogan de 2002 là. Mais euh, là, il faut se réveiller en fait. À part dans les microcosmes parisiens là où tout le monde est d'accord et où tout le monde vote Glucksmann et LFI. Et ELV, non. La France est d'extrême droite en fait. La jeunesse est d'extrême droite. C'est le parti le plus voté chez les jeunes. Faut se réveiller. C'est le parti le plus voté chez les gens qui travaillent, chez ceux qui travaillent pas. Et en fait, ce que je trouve encore plus hypocrite, c'est que ce parti est tellement connoté négativement. Alors, t'as raconté l'histoire de ces personnes âgées pour le reste du cœur, je connaissais pas, mais c'est tellement connoté négativement que tu connais personne autour de toi qui revendique de voter au Rassemblement National. Personne le dit fièrement au travail. Tout le monde, tout le monde baisse la tête et dit qu'il vote PS. Alors que non, statistiquement, vous votez tous RN. Tous mes collègues votent RN. Arrêtez de dire autre chose. Parce que, en fait, c'est une hypocrisie globale. Euh, Tout le monde prétend. Enfin, parce que c'est beaucoup plus dur à assumer d'avoir des opinions et des idéaux qui soient pas humanistes et qui soient pas ouverts envers tout le monde. C'est beaucoup plus dur à assumer que d'avoir des idéaux de gentils un peu simplés. C'est beaucoup plus simple de se dire que tu votes le parti écolo qui est cool et qui est cool avec les migrants parce qu'en fait on est tous des humains et qu'on est tous gentils, que de dire que tu votes pour les méchants, qui est un parti qui a été cofondé par des anciens nazis, etc. Enfin là c'est beaucoup plus dur à assumer niveau street cred. Tu dois faire beaucoup pour te rattraper, quoi. Et dans le monde du travail, par exemple, il y a un tabou sur le RN gigantesque. Et c'est incroyable parce que c'est le parti le plus voté chez les travailleurs. Pourtant, personne va l'assumer de peur d'avoir des problèmes avec son employeur, quoi. De peur pour leur travail. Et je trouve ça dramatique parce que vous me direz, bah, il n'y a qu'à pas parler de politique au travail. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens parlent souvent de politique. Les Français adorent parler de politique et même au travail. Et pourtant, jamais personne va se revendiquer du RN, quoi. Je Après, trouve ça une hypocrisie globale. Marchez dans la rue, dites-vous qu'un mec sur deux, un mec sur trois vote RN. ouais, c'est ça. Mais après, ça dépend où vous êtes. Parce que, bah, tu dis oui, au travail, tout le monde vote RN. Moi, autour de moi, les gens votent pas RN parce que c'est une sociologie qui est différente. C'est un peu comme on dit, les gagnants de la mondialisation. Or, moi, je pense que même les classes, même les cadres sup, etc., sont des perdants de la mondialisation actuellement, en tout cas ceux qui vivent en France. Mais ils s'estiment comme les gagnants, tu vois. Et donc, vu qu'ils s'estiment comme étant les gagnants, il est hors de question pour eux de voter pour le parti des perdants, aka le RN. Mais par contre, oui, je pense qu'il y a des professions dans lesquelles les mecs s'en battent les couilles, tu vois. Genre un déménageur bien franchouillard, il est avec ses potes déménageurs, je pense qu'il n'y a pas de souci de dire que ça vote RN. Je pense que quand tu es dans des petites villes aussi, il n'y a pas de souci pour dire que ça vote RN. D'ailleurs, bah, ce week-end, j'étais à Narbonne. Je me baladais tranquillement pour me changer les idées. Voilà. Et je regarde un peu les gens, tu vois, je suis un peu observateur. Et moi, de base, je suis issu d'une ville à peu près qui a la taille de Narbonne. Et je me suis retrouvé à retrouver une sociologie que j'avais perdue en allant dans une grande ville. C'est, tu sais, les petits groupes, je vais être méchant, mais les groupes un peu cassos, quoi. C'est-à-dire vestimentairement, c'est au pif. Mais Euh, des cassos blancs, tu veux dire les cassos. Ouais, exactement, Ouais, exactement. ouais, Tu sais, ouais. c'est les gens qui ont la vingtaine, trentaine, mais qui sont pas allés faire leurs études sup dans les grandes villes, parce que bah, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû aller faire mes études supérieures dans une grande ville, et donc j'ai vu cette sociologie complètement disparaître pour laisser place à ce qu'on peut retrouver à Paris, à Lyon, etc., dans des quartiers privilégiés. Et ensuite, bah, le fait de revenir dans une ville un peu de taille moyenne, bah, j'ai compris un peu qui était ce genre d'électeur RN, etc. Et par curiosité, tu vois, je suis allé voir les résultats de Narbonne. Et il y a presque 40% pour le RN, quoi. Il y a presque 40% pour le RN. Et je fais, mais bien sûr, c'est les gens qui s'estiment les perdants de la mondialisation. Et les gens qui comprennent pas ça, c'est juste des gens qui ne vivent pas dans ces villes moyennes, c'est des gens qui n'ont pas d'ancrage dans la ruralité française. Et moi, j'en fais partie, mais bon, voilà, j'essaie d'ouvrir un peu les yeux, de comprendre, etc. Mais les gens au quotidien font pas cet effort. Donc c'est normal qu'ils soient choqués, c'est normal qu'ils soient encore dans des délires d'antifascisme, etc. Non, les gens qui votent pour le RN, c'est pas des fascistes,
C'est des gens qui ont perdu à cause de la mondialisation et qui en subissent les conséquences tous les jours, qui ont peur de perdre leur identité, qui ont déjà été déclassés socialement et qui ne voient pas d'opportunité d'avenir. Les gens peuvent même pas avoir leur propre maison dans ces villes-là. Enfin, honnêtement, c'est dramatique. Donc tu peux comprendre un peu que ça vote plus pour les partis traditionnels, quoi. C'est clair. Bah, ce que je trouve aussi emmerdant par rapport au RN, excuse-moi, mais c'est le fait que systématiquement dans les médias et par ses opposants, le RN soit classé comme un parti nazi, fasciste, etc. Et je trouve ça dommage parce que on perd totalement le sens des mots. Déjà, le fascisme, c'est un truc très spécifique. L'idéologie de Mussolini, enfin, il y a des vidéos qui tendent à expliquer exactement l'idéologie fasciste, etc. C'est très loin de nos partis. D'extrême droite en France. Dire que c'est des nazis, c'est pas beaucoup mieux. Rappeler que ça a été cofondé par des nazis, pardon. Faut aussi rappeler que ça a été cofondé par des communistes également. Enfin voilà, comment dire? Pour moi, c'est une analyse tellement simpliste de la situation. Et là, j'ai pu le voir partout sur Internet, des gens réagir à ça en disant, ouais, vous vous rendez compte, le retour au Moyen Âge. Ils vont vouloir. Non, attends, j'ai entendu des gens qui disent, j'entends le bruit des bottes. J'ai lu, j'ai lu des gens dire que c'est les pires heures de notre histoire qu'on est en train de revivre. Des gens dire, ouais, mais décidément, les gens ne retiennent jamais rien de l'histoire. L'histoire est pourtant cyclique. Et en fait, bah non, les gars, calmez-vous. Adolf Hitler, c'est 6 millions de morts juifs, des millions de morts arméniens, des millions de morts tziganes. Mais... Jordan Bardella, c'est des morts sur la map Nuke dans Call of Duty. Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Et le jour Ouais. où Jordan Bardella sera Premier ministre, je pense pas qu'il convertisse ses skills Call of Duty dans la vraie vie. À mon avis, ce sera un énorme pétard mouillé. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait autant de gens qui sont encore persuadés que le RN est un parti de nazis, quoi. Il y a peut-être des néo-nazis qui votent pour eux, sans doute. Mais penser que c'est un parti nazi qui va prendre le pouvoir comme Hitler et faire une dictature, un quatrième Reich, mais les gars, mais calmez-vous. Hmm. Non, là, on est plus sur du pétard mouillé et des incompétents. Pardon, désolé. Non, mais Je me t'as suis un raison. peu emporté. Mais c'est là que tu vois que la baisse du niveau intellectuel de culture a pris un ancrage partout. Parce que tu as d'un côté, comme tu disais, les gens qui disent oui, on entend le bruit des bottes, etc. Et en plus, tu sais, il y a cette condescendance de dire oui, mais moi je connais l'histoire en fait. Mais non, tu connais pas l'histoire. Tout ce que tu connais, c'est une vidéo ou un short de 3 minutes que tu as vu sur TikTok ou Instagram d'un mec très à gauche qui t'a dit que c'était le retour des heures les plus sombres, je sais pas quoi. Mais en soi, l'histoire, tu la connais pas, tu sais pas ce qui se cache derrière le mot de fascisme, tu le comprends pas ce mot, tu sais pas comment Mussolini a pris le pouvoir, on n'a pas encore vu Bardella débarquer avec des potes à lui dans une assemblée pour péter la gueule à des mecs et prendre le pouvoir comme ça, en menaçant le principal responsable de l'exécutif de continuer de péter des gueules s'il lui laissait pas le pouvoir. Enfin voilà. Et ensuite, bah, de l'autre côté, tu as quand même des gens qui votent pour un gouvernement, enfin pas pour un gouvernement, mais pour des représentants incompétents, et en tout cas qui en ont toutes les caractéristiques, parce que de toute manière, ils connaissent même pas les propositions qu'ils avancent. Tu demandes à des gens ce que propose le RN, ils ne le savent pas en fait. Comme tu dis, ils votent pour une belle gueule et ils votent pour la proposition qui reste. Malheureusement, moi, j'ai pas de, si tu veux, j'ai pas de méchanceté particulière envers les gens qui votent RN, parce que c'est des gens qui subissent tous les problèmes qu'a accumulé la France sur les dizaines de dernières années actuellement, quoi. Donc c'est normal, tout ce qui se passe est le juste dû de ce que la France a mérité en s'affaissant sur les dizaines de dernières années. C'est ça. Et malheureusement, avec la baisse de niveau de la gauche qui les empêche de se présenter comme un contre-pouvoir viable. Parce que les gens veulent pas voter pour les partis de gauche quand les partis de gauche disent non, non, mais il n'y a pas de problème de sécurité en France, non, non, mais il n'y a pas de problème je sais pas, d'immigration ou quoi, et qui à côté vont aller, je suis désolé, enculer des mouches sur des sujets dont tout le monde se tape, genre. Oui, l'écriture inclusive, les pronoms, des trucs comme ça, la représentation des femmes dans certains corps de métier. Ok, mais en fait, si vous voulez, c'est des sujets qui sont peut-être... c'est des sujets, mais c'est des sujets secondaires. Et en fait, Ah non, mais à le Louis le problème, Grand, c'est mec, que... l'écriture inclusive, c'est un énorme sujet, hein. Ouais, C'est le sujet c'est number one à Louis le Grand, Henri IV, pareil, hein.
Oui, bah, c'est catastrophique. Voilà. En fait, le problème, c'est que les individus qui dirigent la gauche, en fait, sortent des mêmes cercles. C'est-à-dire que il y a rien de plus bourgeois que la gauche, en fait. C'est pour ça qu'on parle de gauche caviar, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément tant les électeurs, mais les gens qui représentent les idées de gauche aujourd'hui sont déconnectés de la réalité, quoi. Ils Hmm. sont des microcosmes parisiens qui simplifient tout, mais en fait, ils ont perdu leur électorat, ils ont perdu ce qui faisait que les gens votaient pour eux historiquement, et que les gens, parce que le Parti communiste, c'était quand même un des plus gros partis en France à l'époque, hein, avant la chute de l'URSS. Et pourquoi les gens votaient pour ça? Bah, pour faire contre-pouvoir face au capitalisme déchaîné qui tendait à oppresser les individus, quoi. Et 2% le aujourd'hui, PCF. bah, 2% là. Voilà. 2%. Ouais, ils ont fait 2%. C'était pas Roussel, c'était son petit poulain. Là. Il a voulu faire monter un gars. Tu sais, il y avait eu des extraits de lui qui clashait Bardella, etc. Sauf que c'est trop tard, les mecs. C'est trop tard. C'est fini. Voilà, vous avez Le perdu. transfert de vote, c'est déjà opéré. Et voilà. Et je pense pas que les gens aient radicalement changé. Je pense pas que les gens qui votaient PCF à l'époque, qui votent RN maintenant, soient littéralement des personnes différentes et que tout le monde se soit transformé du jour au lendemain en nazi. En fait, je pense Mhm, qu'il s'est passé, c'est juste qu'ils ont reporté leur vote sur un autre parti. Et rien de plus basique que ça. mhm. Ouais, c'est ça, je pense que les anciens du PCF ont toujours la même condition sociale de déclassés, d'ouvriers, etc. Sauf que ça s'est empiré parce que les gens du PCF, avant, ils avaient la fierté ouvrière d'appartenir à telle ou telle maison, Renault, Citroën, etc. De bosser dans la sidérurgie, enfin, c'était une fierté pour eux. Et puis maintenant, ils ont même perdu ça, quoi. Donc, normal, normal. Mais bah écoute, là ça fait pas mal de temps. Est-ce qu'on pourrait peut-être aborder sur la fin, aller carrément en perso et se dire un peu ce que toi tu comptes faire, ce que moi je compte faire, juste à titre d'exemple? Par rapport au vote, tu veux Bah dire, ouais, parce que là délivrer il va y avoir un notre vote, stratégie. il va y avoir un vote législatif dans quelques semaines. On est là, on critique tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais. Mon plan, J'ai trop hâte. vivre des petits enfants blonds qui parlent français et russe, euh, vivre dans un pays d'Europe de l'Est Ah, ça serait bien, et hein. laisser Franchement, tomber. c'est un beau projet ça, vivre dans un pays Laisser d'Europe de tomber l'Est. tous. Je te le souhaite un jour. Ok. Mais plus sérieusement, non, mais ça, c'est le truc en plus que font tous les nations un peu débiles. Mais le bateau coule. J'ai pas voté à ces élections parce que je vis à l'étranger et que je m'étais pas inscrit sur les listes électorales à temps et que ça prend du temps pour les listes des Français à l'étranger, c'est un peu différent. Je vais absolument voter à ces législatives. Ça va être assez intéressant parce que quand tu habites à l'étranger, tu votes pour du coup un député qui représente une partie des Français à l'étranger. Et cette partie dépend du continent ou sous-continent où tu es, il me semble. Donc je risque d'être en train de voter sur des listes, enfin avec ce scrutin à deux tours avec des gens qui majoritairement sont contents de la mondialisation parce que expatriés ou immigrés, etc. Donc globalement, des gens qui vont voter plutôt centristes, plutôt Macron ou Glucksmann ou tout ça. Donc au final, le député qui serait élu... alors après, j'ai pas regardé pour le coup les eurodéputés des Français à l'étranger, mais les députés dans lesquels j'aurai le choix sera sûrement aux alentours de ça, quoi. Des gens qui sont contents de la mondialisation. Ok, ok, intéressant. Ouais, bah moi c'est une sociologie totalement différente qu'il y a de mon côté. Moi je suis en France dans une grande ville, tu sais, un peu bah, privilégiée, etc. Dans mon coin, ça a pas mal voté PS et LFI, même si le RN a augmenté ses scores habituels. Euh, Honnêtement, moi, j'appartiens à une école de pensée de gauche, donc soit il y a une union NUPES style présidentiel et malheureusement ça va être mon vote utile. C'est-à-dire que honnêtement, à l'intérieur de la NUPES, je verrai aucune personne ayant la carrure d'être Premier ministre et de mener un gouvernement qui mènerait haut les idées de gauche, mais je vais voter NUPES. Et s'il n'y a pas d'alliance, je t'avoue que je ne sais pas ce que je ferai.
S'il n'y a pas d'alliance, Hmm. je Bah, vois tu pas comment devras ça te peut aller. retrouver à... Parce que c'est plus simple, c'est l'idée de l'alliance, c'est que tu te poses pas la question. Ouais, c'est Sinon, ça. tu devras te retrouver à étudier des candidats très proches les uns des autres. Et qui... Ouais. Parce que en soi, même si tu splits tous les partis de la NUPES, il n'y en a aucun qui me correspond totalement. Ou même qui me correspond à un haut niveau, parce que totalement c'est impossible. Parce que quand tu défends un certain niveau de souverainisme pour ton pays, bah déjà, il y en a certains qui te considèrent plus à gauche, parce que pour eux c'est déjà du fascisme. Je sais pas pourquoi le mot souverainisme est trop méchant, tu vois, même pour eux. Et donc c'est... Et Hop. ce qui est assez paradoxal, parce que en gauche, on a tendance à s'opposer au libre-échange, au néo-capitalisme, au mondialisme et ce genre de choses. Par contre, il y a des mots tabous, genre souverainisme, là, c'est directement extrême droite. Alors que souvent, les mesures qui sont proposées sont pas si différentes que ça, quoi. C'est Mm, genre plus de régulation de douane et ce genre de choses. Donc, exactement. ouais. Donc ouais, voilà, c'est ça. Puis je suis encore un peu conservateur sur les sujets sociétaux. Donc là, pour le coup, personne à gauche est sur ce plan-là. Je suis plus libéral sur les sujets économiques que peut l'être un parti comme la France Insoumise. Donc je me retrouve dans une sorte de schmilblick où personne me correspond complètement, mais j'adhère à une vision moyenne quoi, de ce qui se passe. En tout cas, la moyenne de ce qui se passe à la NUPES me convient mieux que la moyenne de ce qui se passe à droite. Mais je suis au bout de ma vie, quoi. Globalement, on est sur ça. Ouais, Donc, ouais. Bah, en fait, je me demande si c'est vraiment possible de trouver un parti qui défend de toute façon le SBO. Il faut être prêt à faire des compromis. mm, Sauf que là, les compromis sont un peu gros. Moi, personnellement, je suis plutôt... Bah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, je peux être très critique vis-à-vis de l'Union européenne et de la mondialisation, etc. Donc, je pourrais limite rejoindre les gens qui votent Rassemblement national. Mais le truc, c'est que, honnêtement, moi, j'en bénéficie. Moi, je suis plutôt une des personnes qui vivent bien de l'Union européenne. Mais si je pense à la France, je comprends que des gens ne le soient pas. Honnêtement, là, ça m'a vraiment arrangé de ne pas avoir à voter. Euh, Là, on verra les listes que j'ai. Pour le coup, ça risque d'être intéressant. Je pense que les Français à l'étranger, c'est assez spécifique. Euh, je pense que les listes, bah, pour le coup, je lirai vraiment les programmes s'il y en a, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Enfin, c'est une sociologie très spécifique, quoi. De toute façon, à la fin, je me retrouverai à voter au deuxième tour entre des partis de centre et de gauche, ou de mm, droite plutôt libérale. mm. On verra bien. À part si le premier tour est tellement univoque qu'il n'y a pas besoin de second tour. Ça arrive certaines fois. Il me semble que c'était arrivé sur les dernières législatives, moi. C'était un candidat ELV avec l'étiquette NUPES. J'ai voté ELV, mec, putain, l'enfer. J'ai voté pour un parti contre le nucléaire, tu vois, donc tu te retrouves dans des aberrations. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ELV a fait un score très bas. C'est qu'on leur fait payer le coût des factures d'électricité là, des dernières années qui ont été un peu trop chères au goût des gens, je pense. C'est ça. Enfin, bon, bah C'est ok, clair. ok, bah c'était cool. Bah, très bien. Ah, une affaire rondement menée. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. Si vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour un épisode dans une période complètement aléatoire. Merci. Merci beaucoup.